Aujourd'hui, je vais te parler du romantisme de la modernité dans les fleurs du mal de Baudelaire. Alors déjà, Baudelaire, il se revendique comme romantique. Et son premier lien avec le romantisme, c'est à travers la peinture. Et il associe la peinture romantique à la maîtrise de la couleur. Et c'est ce qu'il va chercher à reproduire dans sa poésie, à travers les allégories, c'est-à-dire ces images qui permettent de représenter des idées abstraites, et aussi à travers les sonorités. Donc il va utiliser les mots, le langage pour sa partie mélodieuse, un peu comme les romantiques utilisent la couleur juste pour la couleur et pas forcément pour représenter quelque chose derrière. C'est ce qui le rapproche un peu du Parnasse, qui est représenté par Théophile Gautier, dont... Alors, Baudelaire a beaucoup d'admiration pour Théophile Gautier en plus. Alors, c'est cette idée c'est cette idée de l'art pour l'art, de cette autonomie du langage qui se détache de sa fonction de discours et de communication pour ne valoir que pour lui. Et c'est un peu cette idée qu'on retrouve donc dans ce travail des sonorités chez Baudelaire. Même si on ne peut pas dire que Baudelaire soit parnassien, parce que par ailleurs, il n'est pas tout à fait d'accord avec cette idée Heu, de langage trop formel, enfin d'art trop formel, bref. Hem, l'autre, pendant de ce romantisme, c'est, le lien à la modernité. Parce que le romantisme, en soi, c'est lié à la modernité, parce que la première définition qu'on peut donner du romantisme, c'est cette rupture avec le classicisme et donc avec une certaine tradition, littéraire. Donc Baudelaire, il va faire montre de cette modernité, notamment dans sa nouvelle conception de la beauté. Il va se détacher de la conception de la beauté de son temps, qu'il associe plutôt au néoclassique et à David, donc une beauté assez fondée sur la perfection, sur l'ordre, la raison. Et il va être le fondateur ou l'un des fondateurs d'une nouvelle sensibilité qui inclut de la laideur dans la beauté. Et donc il va mettre en place une beauté bizarre, une beauté étrange. Euh, Par exemple, dans les sujets qu'il va aborder, donc le sujet de la ville, qui mêle à la fois beauté grandiose et en même temps misère, saleté, boue. Et son but, ça va être d'extraire la beauté du mal. C'est ça dans les fleurs du mal, hein, c'est l'un des buts des fleurs du mal. C'est-à-dire que il va chercher à trouver dans la laideur quelque chose de beau, parce que pour lui, c'est la beauté qui permet de guérir du mal. Et il y a une véritable obsession de la beauté dans les fleurs du mal. Alors, c'est ce qu'on va retrouver par exemple dans un poème comme Hymne à la beauté. Heu, dans la quatrième strophe par exemple. Tu marches sur des morts, beauté, dont tu te moques. De tes bijoux l'horreur n'est pas le moins charmant. Et le meurtre parmi tes plus chères breloques, sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement. Donc ici, on a l'association de la beauté à des images macabres, la mort, l'horreur, le meurtre, le ventre aussi, qui fait penser quand même à une charogne, un poème qui arrivera plus tard, où on voit le ventre se décomposer de la charogne, horrible. Et en même temps, c'est associé à la beauté, donc beauté, bijoux, chair breloque, charmant, amoureusement. Donc il y a une forme de beauté qui est trouvée dans l'image d'horreur, dans le macabre. Et il y a un entremêlement des deux très particulier dans les fleurs du mal. L'autre lien qu'on peut trouver dans les fleurs du mal avec certaines images du romantisme, c'est celle du poète qui est rejeté par la société, qu'on va avoir dans les poèmes du début, Spleen et l'idéal, comme Bénédiction et l'Albatros, où en fait le poète est rejeté par les hommes, il est même méprisé, il est même torturé dans l'Albatros, on se moque de lui,
alors on le torture, c'est peut-être un peu trop fort, mais voilà. Il est malmené par les hommes. Mais dans Bénédiction, ce qui est dit, c'est que ce rejet du poète par les hommes va lui permettre d'accéder à un autre type d'état d'esprit, un état d'esprit poétique, une vision poétique du monde, où il va avoir accès aux mystères du monde. Il va réussir à transpercer les mystères du monde grâce à la création poétique. Ça, c'est une idée qu'on retrouve dans d'autres poètes du romantisme. Alors donc, l'autre lien avec la modernité, comme je le disais avant avec la beauté, c'est que Baudelaire va avoir une définition bien à lui, bien précise, de la modernité qu'il va donner dans le poète de la vie moderne. C'est ça? Attends, je vérifie, que je te dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, qui est défini dans le peintre, pardon, voilà, qui est défini dans le peintre de la vie moderne. Alors pour lui, la modernité, ce n'est pas la modernité technique, c'est autre chose. C'est la capacité du peintre et du poète d'associer à la fugacité, à quelque chose de fugace, qui passe, qui est éphémère, de l'associer à quelque chose d'éternel, à une beauté plus absolue, plus permanente, plus ancienne aussi. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver à une passante, dans la section les tableaux parisiens. Et je vais te le lire pour te le faire ressentir et entendre. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse sous le vent, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Alors ce qui est frappant et qui relie ce passage, ce poème à ce que je te disais sur la modernité, qui est cette association entre fugacité et éternité, c'est la troisième strophe, qui s'ouvre par un éclair et qui se termine par l'éternité. Donc qui relie à deux extrémités de la même strophe cette idée de fugacité qui est prise dans l'éternité, enfin qui permet, enfin fugacité que le poète transforme en éternité grâce à la création poétique. Et c'est cet entremêlement que le poète arrive à faire dans un même mouvement qui est appelé modernité par Baudelaire. On a cet entremêlement à d'autres endroits du poème, par exemple donc cette passante qui est liée à cette image très contextuelle de la passante, de la parisienne au XIXe siècle, de la promeneuse, hein. Et puis liée aussi à la contingence de la beauté qui est la mode, le feston et l'ourlet, et qui est reliée à des éléments beaucoup plus absolus, qui renvoient à une beauté plus éternelle, comme la jambe de statue qui renvoie à une beauté antique. Donc dans la même figure de la passante, on a la fugacité et l'éternité. Pour Baudelaire, c'est très important, donc cette idée de modernité et de trouver l'éternité dans cette vie moderne. Et donc, il cherche à trouver ce peintre qui serait pas capable de peindre cette vie moderne. Et il l'a trouvé dans la littérature auprès de Balzac, mais il ne l'a pas trouvé en peinture. Et c'est probablement ce qu'il essaye de faire dans ses poésies. Alors, cependant, Baudelaire, il est quand même assez indépendant du romantisme. On ne peut pas dire que Baudelaire est un romantique. Il y a certaines zones de rupture, de séparation. Donc, alors, déjà, la première, c'est que Baudelaire se distingue fortement, il rejette même le romantisme de 1830, notamment à cause de cette subjectivité élégiaque où le poète romantique de 1830, qui est Musset par exemple,
va se lamenter, beaucoup parler de ses états d'âme, va même utiliser la nature pour extérioriser ses états d'âme comme une sorte d'harmonie entre l'extérieur et le dedans. Et Baudelaire, lui, il trouve ça vraiment épouvantable. Il rejette beaucoup ce qu'il appelle le moi haïssable. Euh, pour lui, c'est un sujet vraiment extrêmement répugnant, en fait. Ce moi qui se dégage pendant des pages et des pages et des pages et des vers et des vers et des vers. Et effectivement, dans pas mal de ses poèmes, notamment sur le spleen, on va avoir une subjectivité qui va s'effacer. Le jeu du poète va s'effacer. Même la figure du poète, elle est assez... Enfin, il faut faire très attention dans Baudelaire, il faut quand même séparer Baudelaire de la figure du poète qu'il va mettre dans ses poèmes. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, l'autre chose qu'il rejette du romantisme, c'est la glorification de la nature. Pour lui, la nature, c'est une beauté qui ne l'intéresse pas du tout, qui l'ennuie terriblement. Et lui, il préfère trouver donc cette beauté dans les choses bizarres, difformes, comme je le disais avant. Et en plus de ça, il va le rejeter aussi cette idée d'inspiration poétique. Il va remettre à l'honneur le travail comme source de la création poétique. C'est ce qui est dit dans Bénédiction, c'est ce qui est dit dans certains poèmes aussi du spleen, mais aussi quand il parle de la beauté, cet idéal qui est difficile à atteindre et que le poète recherche continuellement en se remettant à l'ouvrage tous les jours. C'est une véritable recherche, c'est un véritable travail, c'est un véritable labeur en fait, hein, dans le sens où c'est un travail difficile qui peut plonger le poète dans le spleen, puisque parfois c'est quelque chose qui l'échappe et la beauté est quelque chose qui lui échappe souvent et qui peut le plonger dans cet état de désespoir profond qu'est le spleen. En plus de ça, Baudelaire va aussi se mettre à distance de certaines définitions de la modernité, notamment de la modernité technique. Pour lui, il y a un certain dégoût quand même chez lui de la modernité technique, de la modernité industrielle. Et on retrouve donc par exemple de la photographie, de la presse à grand tirage. Dans le poème Le Cygne, par exemple, il se lamente en fait du fait que Paris a changé, qu'il y a eu de grands travaux sous Haussmann et qu'il regrette le Paris d'avant. Donc il y a tout ça. Tout ça le ramène à cette figure du dandy, qui est cet homme qui méprise la vulgarité du monde moderne et qui cultive un goût extrêmement raffiné qui va jusqu'à l'excentrisme. Cependant, il y a un rapport assez... Enfin, avant de dire ça, il y a autre chose aussi qui l'éloigne de la modernité, c'est le fait qu'on dit souvent que c'est le dernier des classiques parce que il honore une certaine tradition poétique dans sa manière de confectionner ses poèmes, notamment à travers le sonnet, qui est cette forme très brève et très codifiée. Et en fait, cette forme va lui permettre de créer une sorte d'écrin pour permettre de voir la beauté dans la laideur et dans le mal. Et voilà, il se voit presque comme un orfèvre hein, qui crée son petit bijou. Ce qu'on peut voir dans Les Bijoux, par exemple. Voilà. Mais alors, ouais, c'est ça que sur lequel je voulais retourner la question, c'est qu'il y a quand même un rapport assez paradoxal à la nouveauté, puisqu'apparemment il a l'air de rejeter une certaine forme de la nouveauté, et pourtant, dans de nombreux poèmes, il dit que la nouveauté, c'est la seule chose qui peut le sauver de l'ennui. Et même dans un poème très fort, qui est le tout dernier poème du recueil, qui s'appelle Le Voyage, et qui est dans la section de la mort, hein, donc le voyage, c'est du dernier voyage, celui de la mort, il dit dans la dernière strophe « Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau, plongé au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu,
pour trouver du nouveau. Donc en gros, hein, la seule manière de ne pas succomber à l'ennui, au désespoir en fait de ce monde morne de la vie et sans fin, qui est un perpétuel recommencement, c'est la mort. Et la mort, pas dans le sens où elle nous permet d'échapper à la vie, mais où elle est une forme de nouveauté qui permet d'échapper à l'enfer de l'ennui, à la souffrance de l'ennui. Donc voilà, il y a quand même un peu ici un paradoxe, et des paradoxes chez Baudelaire, on peut en trouver de nombreux. Voilà, j'espère que cette entrée un peu, cette introduction en fait sur le romantisme et la modernité dans les Fleurs du mal de Baudelaire te permettront de mieux comprendre l'œuvre. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Je te conseille aussi d'aller voir mes autres vidéos sur les Fleurs du mal pour en connaître un peu plus. Et puis, je te rappelle que je donne des cours particuliers de français, il me reste des places, donc si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter à contact@camille-toussaint.fr. Le mail sera en barre d'infos de toute façon. Donc je te souhaite une bonne lecture et une bonne journée.